sur ScienceAc TV, votre chaîne TV préférée. Aujourd'hui, nous allons parler d'échelle. Cette échelle? Mais non, d'échelle scientifique. Eh oui, car les échelles scientifiques présentent de nombreuses applications dans différents domaines, tels que les maths, la biologie, la linguistique, le temps et bien d'autres. Aujourd'hui, nous allons commencer avec l'interview d'un professeur doctorant de l'ENS. Reportage. Bonjour. Comment les maladies évoluent-elles avec nous? Et surtout, pourquoi tombons-nous malades? Alors, il y a différentes causes qui rendent un organisme susceptible de tomber malade, mais une des plus importantes, c'est la coévolution avec d'autres organismes, micro-organismes notamment, qui vont eux-mêmes évoluer comme des bactéries, des virus. Les maladies peuvent-elles être bénéfiques pour nous? Alors, une maladie elle-même, non, mais un symptôme lui-même, oui, potentiellement. La fièvre, par exemple, c'est une adaptation de l'organisme par rapport à des infections de pathogènes. L'élévation de la température, elle-même, peut aider à détruire les pathogènes. Et comment pouvons-nous les éviter? Alors, comment éviter une maladie? C'est assez dur, puisqu'il y a beaucoup de maladies qui sont dues un petit peu à la chance, mais en général, il y a beaucoup de mécanismes qui sont déjà en place, en fait, qui permettent d'éviter les maladies, notamment éviter les situations où on va être exposé aux pathogènes, éviter les situations dans lesquelles on se met en danger. Pouvez-vous nous dire en quoi les différentes échelles en médecine peut-elles nous être utiles? Finalement, ce qui s'étudie à une échelle n'apporte pas les mêmes informations que ce qu'on peut étudier à une autre échelle. Finalement, en étudiant ce qui se passe, par exemple, sur une maladie génétique, on ne peut pas prédire directement ce qui va se passer au niveau de l'organisme. Par exemple, avec la trisomie 21, un chromosome supplémentaire, comment est-ce qu'on peut prédire que ça va donner un retard mental et des malformations si on n'étudie pas les échelles intermédiaires? Eh oui, Jean-Michel! Comme Tazio l'a fait remarquer, il existe des échelles qui présentent un grand intérêt dans le cadre de la médecine. Mais ça ne se limite pas à celle-ci. En effet, elle permet de mieux comprendre l'évolution de la langue dans le cadre de la linguistique. Nous allons accueillir nos chroniqueuses, Marine et Marion. Marine qui va nous parler de la partie maths et Marion qui va nous parler de la partie physique. Merci Jean-Michel pour cette présentation. En effet, les échelles sont très importantes en mathématiques. C'est pourquoi je vais vous présenter un reportage de Cyril Desmarches. C'est un professeur de mathématiques qui enseigne à l'université Pierre et Marie Curie et à l'école normale supérieure. C'est également un chercheur en géométrie arithmétique. C'est donc avec plaisir que nous l'avons accueilli pour qu'il nous parle des dimensions, des échelles et des fractales. Bonjour. Du coup, est-ce que vous pourriez résumer un peu ce que vous nous avez présenté aujourd'hui? D'abord, j'ai parlé un peu de dimension. Qu'est-ce que c'est que la dimension d'un espace, la dimension du monde dans lequel on vit, etc. J'ai parlé aussi du lien avec la notion qui vous intéresse, vous, dans cette semaine, donc la notion d'échelle. Donc, quel est le lien entre la notion de dimension et le changement d'échelle? Quand on fait des zooms sur une figure, comment on varie certains paramètres, la longueur, l'air, etc. Et j'ai terminé par des exemples des figures fractales, où on voit que la dimension peut prendre des valeurs surprenantes. Une fractale est une figure géométrique ayant pour caractéristique d'avoir le même motif, même en changeant d'échelle, c'est-à-dire en zoomant ou en dézoomant. Les fractales sont utilisées pour créer des paysages pour des jeux vidéo ou des dessins animés, ou encore pour la finance et la bourse. On peut aussi les voir sur certaines plantes, les flocons, les réseaux de neurones, certaines œuvres d'art, etc. Attendons, chercher, la nature en est chargée. Donc les échelles sont aussi présentes en physique. Erwan Alice, qui est doctorant en physique fondamentale, nous a expliqué comment à différentes échelles, il y a une vraie difficulté à unifier deux théories physiques. Et donc pour un exemple typique où ces deux théories sont inconciliables, il y a les trous noirs. Bonjour. Donc, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots ce que vous nous avez présenté aujourd'hui? Donc nous, aujourd'hui, on s'est posé plein de questions, notamment sur comment unifier la physique quantique et la relativité générale. Et pour ça, on a regardé déjà les deux grandes théories qui étaient nécessaires pour expliquer le monde qui nous entoure. Donc la première qui est la théorie de la physique des particules, qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, et qui explique notamment l'électromagnétisme, les interactions faibles, les interactions fortes.
On a vu à quel point c'était nécessaire de quantifier les interactions pour avoir une description pertinente de celles-ci. Et on a vu quelles étaient les façons et les concepts nécessaires pour décrire ces interactions. Donc ça, c'est du côté physique des particules. Et après, on a étudié l'autre côté, l'autre facette, qui était la relativité générale. On a vu qu'il était nécessaire de décrire, pour décrire la gravitation, considérer que la matière et l'énergie courbaient l'espace-temps, et que en fait, les trajectoires et la force de gravité ressentie n'étaient qu'en fait la sensation et le déplacement le long d'un espace-temps courbe. On a vu aussi les concepts associés à ça, notamment que l'énergie courbait l'espace-temps, et que même de la courbure de l'espace-temps contient de l'énergie qui courbe à son tour l'espace-temps. Ensuite, on a vu qu'est-ce qu'on devait faire si on devait réunir ces deux interactions sous un même formalisme, et pour ça donc avoir à la fois la quantification de l'interaction gravitationnelle. Et on a vu que si on essaie de faire ça, ça ne marche pas, parce que les hypothèses et les concepts inhérents à chacune de ces deux théories sont en fait profondément incompatibles. On a vu qu'on ne pouvait pas quantifier l'interaction gravitationnelle, puisque en fait d'un nombre d'interactions divergeait, il y avait des infinis qui apparaissaient entre gros nombres. Et on a vu aussi que si on essayait sur des échelles cosmologiques ou sur des échelles, dans les échelles toutes petites comme le trou noir ou le Big Bang, si on n'a pas parlé du Big Bang, de regarder les implications de chacune de ces deux théories, le modèle standard de la physique des particules et la relativité générale, les prédictions étaient fondamentalement incompatibles. Et ensuite, on a brièvement évoqué, pour finir, de quelle manière on pourrait essayer de créer une théorie qui permettrait de tout décrire. On a actuellement deux sciences, la physique quantique et la relativité générale, qui prédisent toutes les deux les phénomènes observés, mais elles ne sont pas compatibles. Actuellement, on suppose que les particules sont ponctuelles. On essaie depuis un certain temps de quantifier puis de rajouter la gravitation, mais ça ne fonctionne pas parce que le résultat est un nombre infini d'infinis. Donc il y a deux possibilités qui sont envisagées pour résoudre ce problème. D'une part, il y a la théorie des cordes, qui suppose que les particules ne sont plus ponctuelles, mais des cordes qui se déplacent dans l'espace-temps, et chaque vibration est associée à un type de particule. Cette théorie donne aux scientifiques beaucoup plus de liberté mathématique et physique, et permet de résoudre ce problème de la quantification de la gravitation. D'autre part, il y a la gravitation quantique à boucle, qui essaie de quantifier l'espace-temps. Comme la gravitation est une courbure de l'espace-temps, on va s'attendre à différentes prédictions de celles de la relativité générale. Pour résumer, la question reste donc ouverte. Est-il possible d'unifier la physique quantique et la relativité générale ? Nous remercions les chercheurs de leur présence et de leur participation. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre attention. Et merci de votre attention, cher public, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités scientifiques.